Prière de refuge, prendre refuge, développer l'esprit d'éveil, que vous trouverez à la page 34 par exemple. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux mérites accumulés par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux mérites accumulés par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux mérites accumulés par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Donc, voilà. Donc, pour reprendre un peu ce qui a été dit, un peu en bref, si vous avez des questions, peut-être on aura le temps. On a vu un peu hier, donc hier pendant la discussion, on en a profité pour revoir, on a regardé un peu les deux tableaux qui ont été distribués. Donc il y en a un dans lequel il y a l'historique des 4 écoles, vous avez les noms. Vous avez les noms en français, vous avez les noms en sanskrit. Et vous avez aussi les dates des principaux maîtres dont on a parlé. Il y a hier, il y a une correction qu'on a faite. Non, parce qu'il y a aussi des gens qui sont sur Internet et qui ne sont pas à la discussion. Je crois, la discussion n'est pas enregistrée. Voilà. Donc, pour répéter, c'est qu'il y avait eu une erreur de dite quand on a dit en fait que maître Chandrakirti et Dharmakirti étaient des tenants de l'école Prasangika. Donc c'est simplement Chandrakirti qui est un Prasangika, Madhyamika Prasangika. Dharmakirti n'est pas, il est adepte des Shittamatra, de l'esprit seul. Donc on avait fait cette correction. Dharmakirti n'est pas Prasangika, il est Shittamatra. Dharmakirti. La correction, c'est à faire dans ce qui a été dit dans l'enseignement. Non, c'est écrit dans le tableau, mais pas dans le tableau, non, c'est dans l'enseignement. On a dit que Dharmakirti était aussi détenteur des Prasangika, juste pour, si vous l'avez dans vos notes, ne gardez pas cette idée-là, d'accord. Dharmakirti, voilà, il est aussi dans les Sautrantika, mais il est pas dans les, il est dans les Sautrantika et dans l'esprit seul parce que sûrement il a dû développer, il a écrit des traités. Là, il a écrit des traités d'après différentes écoles. Ah oui, c'est dans le même texte. Donc peut-être il a présenté les deux. Il a présenté les deux types de vues, même si c'est le même texte en fait. Donc, ensuite, ouais, donc on a parlé de quel maître il convenait de suivre. On a parlé des différentes écoles. Geshe-la a parlé des différentes écoles en disant quels étaient les maîtres principaux, fondateurs de ces écoles. Et ça, on l'a vu hier, on l'a revu pendant la discussion. Donc en bref, Nagarjuna est le fondateur, on peut dire, quelquefois on dit fondateur ou on dit, comment on dit, précurseur, oui, précurseur, fondateur, quelquefois on dit aussi
pionnier, voilà. Pionnier, fondateur, précurseur. Donc Nagarjuna de l'école des Madhyamika, hein, la voie du milieu. Et donc, lui et son fils spirituel, Aryadeva, sont considérés comme étant des Madhyamikas non partisans. Et ensuite, ce sont des Madhyamikas partisans. Hein. En fait, non partisans, on les appelle, comment elle a traduit ça, de référence. Hein. Valérie, elle a traduit ça, qui sont les Madhyamikas de référence. Voilà. Et donc, et ce qui dans le livre de Drissens, si vous suivez ce livre, hein, bon, vous le verrez, il est décrit comme les tenants du milieu des œuvres complètes. Ouais. C'est les Madhyamikas de référence. Les autres sont partisans. Pourquoi ? Parce que après Nagarjuna, donc il y a eu une division dans les écoles du milieu, dans l'école de la voie du milieu, en autonomistes et conséquentialistes. Je me demandais, qu'est-ce que tu en penses ? On dit autonomiste ou autonome ? Autonome, oui, moi je me demandais pourquoi on disait autonomiste, mais bon, souvent on dit autonome, autonomiste. Souvent on dit les autonomes. Hein. Tu as traduit ça il y a longtemps, d'accord. Donc souvent on dit les autonomes et les conséquentialistes. Donc, vous l'avez dans le tableau, là, les fondateurs. Hein. Les fondateurs des autonomistes, c'est Bhava Viveka. Hein, des autonomes, c'est Bhava Viveka. Hein, des conséquentialistes, Buddha Palita. Des autonomes Savatantrika et Yogacara, Bhava Viveka et Shantarakshita. On en a parlé un peu hier pendant la discussion. C'est écrit dans le tableau, comme ça vous avez les noms, même si vous ne connaissez pas tout. C'est la base un peu de ce qu'on étudiera quand on étudiera les vues philosophiques. Hein. Donc c'est écrit là. Ensuite, donc ce dont on a parlé, comment déterminer la vue. Donc le premier point, c'est identification de l'ignorance perturbatrice. Quelquefois on dit aussi l'ignorance qui relève des perturbations. Donc la plupart de ce qu'on a fait, ça tenait de ce point, hein, identification de l'ignorance perturbatrice. Donc on a vu l'attachement et les autres appartiennent à une classe contraire à la connaissance, mais ce ne sont pas les perturbations principales. Donc comment on décrit on décrit l'ignorance dans ce contexte. Donc il faut bien, dans ce contexte aussi, il faut bien réfléchir que quand on étudie un texte comme ça, surtout quand ça tient à la vue, on regarde à quelle école la vue qui est exposée dans ce texte se rattache. Donc ici, dans le lamrim moyen, intermédiaire que l'on étudie, il s'agit de la vue des prasangika. Donc la définition de l'ignorance perturbatrice est donnée d'après l'école des prasangika. Quand on dit dans ce contexte, ça veut dire dans ce texte ici, d'après les prasangika. Et donc là, il y a eu une discussion qui était peut-être un peu difficile, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Quelquefois, ça paraît difficile parce qu'il y a des termes qu'on ne connaît pas, on n'a pas les concepts, etc. Et puis bon, il y a des discussions, quelquefois ça complique, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. En général, l'ignorance, c'est l'opposé de la connaissance, hein, en général. Ici, plus particulièrement, c'est l'opposé de la connaissance qui réalise l'absence d'existence véritable. Donc ce n'est pas juste l'opposé de la connaissance en général, c'est l'opposé de cette connaissance particulière qui réalise la vacuité, en fait, l'absence d'existence véritable. La définition de la vacuité d'après les prasangika. Donc cette ignorance, qui est l'opposé de la connaissance qui réalise l'absence d'existence véritable, elle surimpose une existence véritable. Elle ignore en fait l'absence d'existence véritable. Elle surimpose un soi dans les phénomènes et les personnes
Et quand on dit elle surimpose un soi, c'est-à-dire qu'elle imagine, elle conçoit, en fait, l'ignorance, on l'appelle aussi saisie du soi, ou conception du soi. Donc Valérie préfère en ce moment l'expression conception d'un soi, quelquefois traduit aussi par appréhension ou saisie d'un soi. Et quand on parle de saisie d'un soi, on parle en fait, le soi c'est quoi? C'est l'existence, ce type d'existence, donc véritable, indépendante de son propre côté, des choses, par nature. Donc, c'est l'opposé de la connaissance qui réalise l'absence d'existence véritable. Ça n'est pas la simple absence de cette connaissance ou autre chose que cette connaissance, c'est l'opposé exact. C'est-à-dire, c'est le concept. C'est la conception qui voit les choses, qui les appréhende comme s'ils avaient ce type d'existence par leur propre nature. Donc c'est ça l'ignorance dont on parle. Après, il y a eu une discussion. En fait, de quoi on parle ici? On parle de la racine de l'existence cyclique. Donc, cette ignorance qui est la racine de l'existence cyclique. Et donc, il y a eu toute une discussion parce que, donc, dans ce contexte, cette ignorance racine de l'existence cyclique, c'est la saisie d'un soi dans les personnes et dans les phénomènes. Donc la saisie du soi de la personne et de la saisie du soi des phénomènes. Et donc pour l'éradiquer, il faut développer la vue du non-soi des personnes et la vue du non-soi des phénomènes. Ces deux sont la cause du cycle des existences. Donc après, il y a eu un peu une discussion avec les autres écoles. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment étudié toutes les écoles philosophiques. Donc pour les Prasangika, la saisie du soi des phénomènes et des personnes, si vous voyez, vous pouvez regarder le tableau sur les non-soi grossiers et subtils, vous voyez que pour se libérer, il faut réaliser le non-soi subtil de la personne et des phénomènes. Donc pour les Prasangika, à la fois la saisie pour la Prasangika, la saisie du soi, la saisie du soi des personnes et la saisie du soi des phénomènes, tous les deux sont les causes du cycle des existences. Si vous regardez bien, dans la définition, dans le tableau, on dit la personne comme étant vide d'existence véritable, les agrégats comme étant vide d'existence véritable. Donc pour les Prasangika, en fait, ce qui fait la différence entre le soi ou le non-soi, ici on parle du non-soi, donc le vide, c'est la base de la vacuité, la base du non-soi. Si la base, c'est la personne, le non-soi, voire réaliser que la personne est vide d'existence véritable, c'est le non-soi de la personne. Et si la base, c'est autre chose, par exemple les agrégats ou un autre phénomène, si la base, c'est... Parce que quand on parle du non-soi de la vacuité, on parle d'un attribut, d'un phénomène, qui est la base. On ne parle pas du non-soi ou de la vacuité indépendamment de quelque chose qui existe conventionnellement, d'une base. Donc si la base est la personne, c'est le non-soi de la personne. Si la base est notre phénomène, c'est le non-soi des phénomènes. Mais ce qui est nié, l'objet de négation, est le même. Donc il n'y a pas de différence de subtilité pour les Prasangika entre le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. Les deux, c'est l'absence ou le vide d'existence véritable. Il n'y a pas de différence pour ces deux. Pour les Prasangika entre ces deux. Donc les deux saisies, voilà. Alors que pour les autres écoles, c'est différent. Il y a des définitions, c'est pour ça que vous voyez dans le tableau, il y a beaucoup de choses. La définition entre le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes, les définitions sont différentes. C'est-à-dire que ce qui est nié est différent. Et le non-soi des phénomènes est considéré comme étant plus subtil que le non-soi des personnes.
Et en principe, dans les écoles inférieures, quand on dit école inférieure, ça veut dire les autres inférieures au Prasangika. Donc il y a une différence de subtilité entre le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Et aussi, ceux qui disent, parce que si on regarde réaliser le non-soi, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre d'éliminer les obstacles à la libération et les obstacles à l'éveil. Il y a deux types d'obstacles desquels on veut se débarrasser. Les obstacles des perturbations, qui sont des obstacles à la libération, ce qui nous empêche de nous libérer du samsara. Et c'est quoi ces obstacles à la libération? Ce sont les perturbations. Et il y a les obstacles à la connaissance, ou les obstacles à l'éveil, qui nous empêchent de devenir un Bouddha. Et donc, différentes écoles donnent différentes définitions de ces obstacles-là. Donc, pour les écoles inférieures, la saisie du soi des phénomènes, c'est un obstacle à la connaissance. C'est-à-dire que pour se libérer, pour atteindre la libération, il faut éliminer les obstacles des perturbations qui sont la saisie du soi de la personne. En fait, réaliser le non-soi de la personne, ça va permettre d'éliminer les obstacles à la libération, mais éliminer ou réaliser le non-soi des phénomènes va permettre d'éliminer les obstacles à la connaissance. Mais pour les prasangikas, il n'y a pas de différence entre donc, le non-soi de la personne, de différence de subtilité, le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Et pour les prasangikas, et c'était ça la discussion qu'on avait, c'est que pour les prasangikas, la saisie du soi de la personne et la saisie du soi des phénomènes, donc je répète, tous les deux sont cause du cycle des existences, et les deux sont des obstacles à la libération. Les deux, la saisie du soi de la personne, la saisie du soi des phénomènes, sont des perturbations, c'est-à-dire sont des obstacles à la libération. Donc, la définition de l'ignorance pour les prasangikas, les définitions de l'ignorance pour les prasangikas, l'ignorance qui fait partie des perturbations, qui est une perturbation, c'est-à-dire qui est un obstacle à la libération. La définition de cette ignorance pour les prasangikas, c'est la saisie des personnes et des phénomènes. En fait, c'est tout ce qu'on dit. Mais après, il y a eu une discussion donc, sur les écoles inférieures, et donc il y avait particulièrement personnes autonomes et substantielles. Pour les écoles inférieures, pour les écoles inférieures, la personne autonome et substantielle, qui est de niveau subtil, c'est ça la racine du cycle des existences. Donc après, il y a eu quelque chose qui était un peu difficile, parce que, voyons, que si je le retrouve, qui a été expliqué. D'enzyme personne existence. La personne existant véritablement. Pour les prasangikas, la racine. Attends, voyons si je retrouve ça. Bon, je ne sais pas si... Pour les svatantrikas, la personne qui existe véritablement, pour eux, c'est pas une saisie du soi de la personne, mais c'est une saisie du soi des phénomènes. Parce que, donc, vous voyez, par exemple, les svatantrikas, les autonomes, ils donnent une définition différente de ce qui est le non-soi subtil des phénomènes et des personnes. Vous voyez ? Donc la personne qui est vide d'existence autonome et substantielle, ça c'est le non-soi subtil de la personne.
Et le non-soi subtil des phénomènes, c'est les phénomènes qui sont vides d'existence véritable. Donc le point que faisait Geshe-la, c'est que pour les autonomes, la personne qui est vide d'existence véritable, c'est pas le non-soi de la personne, c'est le non-soi des phénomènes. Vous voyez ? C'est ça qu'il disait. Que pour les Svatantrika, pour les autonomes, le non-soi de la personne, comme c'est écrit dans le tableau, c'est une personne qui est vide d'être autosuffisante et substantiellement existante. Ou autrement dit, la personne qui est vide d'existence autonome et substantielle. Ça, c'est la définition. Une personne qui est vide de ça, c'est le non-soi de la personne. Mais une personne qui est vide d'existence véritable, c'est plus subtil. Pour eux. Pour les Prasangika, c'est pareil, la subtilité. Mais pour les autonomes, c'est quelque chose de plus subtil. Et donc, ça fait partie du non-soi des phénomènes. C'est ça le point qu'avait fait Geshe-la à ce moment-là. Attends, je vois ton bras levé là-bas. Donc, pour les Prasangika, par contre, la personne qui est vide d'existence véritable, c'est le non-soi de la personne. Mais la personne qui est vide d'existence véritable, pour les autonomes, c'est le non-soi des phénomènes. Parce que quand on dit les phénomènes, là, ça inclut tous. Ouais. Donc, en gros, en bref, le point ici, c'est que pour les Prasangika, c'est le texte que l'on suit, ça suit les Prasangika, c'est la racine de l'existence cyclique. C'est donc la conception d'existence réelle qui saisit une existence réelle chez les personnes et dans les phénomènes et dans la personne. Donc ces deux sont abandonnés et ces deux sont l'ignorance dont on parle ici, qui est la racine du cycle des existences, de l'existence. Ouais, Stéphane. Micro. Ouais. Existence substantielle, tu demandes. Existence substantielle, est-ce que ça veut bien dire que c'est un phénomène qui existe en dépendance de ses parties ? Non. En général, l'existence substantielle, la définition, bon, je suppose qu'ici c'est ça aussi. Quelque chose qui existe de façon substantielle, ça veut dire que pour appréhender cette chose, on n'a pas besoin d'autre chose qui apparaît. Par exemple, pour appréhender une personne, on a besoin de l'apparition des agrégats pour voir la personne. Oui. Donc, de cette façon-là, l'appréhension de la personne, elle passe par l'appréhension d'abord d'autre chose. Une perception de cette façon-là, elle n'existe pas de façon substantielle. Pour qu'elle existe de façon substantielle, il faudrait qu'elle puisse apparaître, qu'on puisse l'appréhender, sans qu'autre chose apparaisse à l'esprit d'abord. C'est ça la définition. D'accord. Et autonome, ça veut dire en dépendance de cause et de conditions, peut-être. Autonome ici, oui, je ne sais pas exactement. L'opposé d'interdépendant, oui, mais comment c'est défini exactement oui, interdépendant, oui, l'opposé d'interdépendant. Exactement, qui est capable, en fait, autonome, qui est capable, oui, qui ne dépend de rien d'autre, en fait, en général. Donc, qui ne dépend pas de cause ni de condition. De cause et de condition. En principe, quand on parle d'interdépendance, dépend de quelque chose. Il y a 3 niveaux. Il y a la dépendance de cause et de condition, la dépendance de partie et la dépendance de désignation conceptuelle. D'accord. Donc ici, exactement quel niveau, je ne sais pas si c'est général ou si c'est particulier. Ouais. Rien, j'ai fini. D'accord. Merci. Par contre, tant que je l'ai à l'esprit, puisque j'avais demandé aussi à Geshe-la, et on en a parlé hier dans la discussion avec certains d'entre vous, mais juste pour répéter, parce que je m'en rappelle et je risque de l'oublier, et vous aussi. Quand on dit permanent, unitaire et indépendant,
J'ai demandé à Geshe-la qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc permanent, ça veut dire sans production ni fin, hein, sans naissance ni mort, hein, c'est-à-dire quelque chose qui n'apparaît pas, qui ne naît pas et qui ne périt pas. Donc ça c'est permanent. Unitaire, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de partie, qui est un, voilà, sans partie, indivisible. Ouais. Et indépendant, ça veut dire qu'il ne dépend pas de cause et de condition. Donc ici, dans cette expression. Et en fait, la personne, comme étant vide d'être permanente, unitaire et indépendante, vous voyez, c'est pour ces premières écoles, c'est la définition du non-soi grossier de la personne. Et en fait, donc on dit, seuls les non-bouddhistes affirment l'existence d'une telle personne, hein, comme étant permanente, unitaire et indépendante. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre eux? Ouais, et indépendant. Oui, bon, ça serait une question à poser, par exemple, pour préciser ça à Geshe-la, par exemple. Dans autosuffisant, dans le terme de vide d'être autosuffisant et substantiellement existant, ici, est-ce que ça se réfère à indépendant de autosuffisant? À quel niveau de autosuffisant, ça veut dire qu'il ne dépend de rien. Peut-être si Geshe-la pouvait le définir dans cette expression. Tu veux écrire la question, Ganga, par exemple? On peut la... oui. Autonome et autosuffisant. Oui, autonome, autosuffisant, oui, c'est la même chose. Quelquefois, on le traduit comme autonome, quelquefois comme autosuffisant. Maintenant, à quoi ça se réfère vraiment, tu vois, bon, dans cette définition-là? Est-ce que ça veut dire la même chose que dépendant dans l'autre... enfin, je ne sais pas comment tu veux poser la question, mais exactement pour expliquer autosuffisant ou autonome dans cette expression-là. Dans quel 3? Ouais. Oui, mais après, il vaut mieux que tu mettes ces deux-là, parce que après, si tu veux, ça dépend des traductions, ça, tu vois. Bon, on verra ça. Chantal, ce que j'avais noté sur autonome dans l'enseignement, j'avais marqué, il conçoit en fait la personne et les agrégats comme deux choses qui sont distinctes, mais qui sont liées l'un à l'autre, par cette relation qu'il peut y avoir entre un dirigeant, un roi et ses ministres. Oui, alors ça, c'est la définition, oui, exactement, ça, c'est la définition. La personne qui est vide, oui, merci de le dire. La personne qui est vide, donc ça faisait partie de l'enseignement que Geshe-la avait donné la fois d'avant. Ouais. La définition, donc une personne qui serait autosuffisante. Hein, si je retrouve. La personne qui existerait donc la personne qui existerait comme étant autonome ou autosuffisante et substantiellement existante, hein, ça serait une personne qui n'est pas complètement séparée des agrégats, hein, mais qui est, parce que c'est ça, la personne elle existe sur les agrégats, hein, elle n'existe pas complètement, donc elle n'existe pas de façon permanente, une et indépendante complètement des agrégats, elle n'est pas complètement séparée, hein. Donc elle existe en relation, ce qui reste à déterminer c'est la relation entre la personne et les agrégats, hein. Et donc ici dans le fait donc que une personne qui existerait de façon autonome et substantielle, hein, c'est-à-dire qui existerait de façon autonome, autosuffisante et substantiellement, elle serait comme un dirigeant, hein, donc on avait dit comme un roi et ses sujets ou ses ministres, ou comme un dirigeant
et des personnes qu'elle dirige, ou comme par exemple dans une entreprise, le chef des ventes et les vendeurs. Hein. Donc c'est-à-dire, c'est un vendeur aussi, donc c'est la même nature, mais il est au-dessus, et il les contrôle, il les commande. Donc à la fois il est séparé, il y a un contrôle, et en même temps il est aussi lié, c'est aussi un vendeur. Donc c'est la façon d'illustrer ce niveau-là de soi, d'un soi. Alors après on étudiera tout ça, on aura l'occasion de revenir sur ça. C'est pas facile à... Après il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça désigne exactement. Donc c'est pas pratique mon truc là. Il faudra que je trouve un autre carnet. Oui, vas-y, prends le micro s'il te plaît. Est-ce qu'il existe un ouvrage qui retrace clairement toutes ces possibilités et toutes ces vues d'école de façon à pouvoir vraiment se plonger et étudier le sujet? Bon, ça c'est le Drupta, c'est les écoles philosophiques, ça fait partie du PEBA, donc on l'étudiera. Donc il y a des textes, il y a le texte qui est traduit du tibétain. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc ici et là, c'est vrai qu'on en parle quand on parle de la vacuité, ça c'est sûr. Mais bon, on l'étudiera, ça fait partie des sujets. Mais il n'existe pas un ouvrage qui clairement montre tous les éléments qui ont fait que ces écoles sont apparues et comment elles sont. Tu m'as dit que tu avais trouvé l'histoire. Oui, mais c'est assez succinct. Ben oui, c'est succinct parce que c'est un livre d'histoire, c'est pas un livre de philosophie. Mais bon, par exemple, dans... Ouais. Ouais. Vas-y, tu veux lire? Pardon. Mais bon, comme vas-y. il est en anglais, voilà, je le dis. Mais dis-le quand même. Donc c'est dans le contexte du cycle d'études présenté par Geshe Tachi Tsering, qui est à Londres. Ce cycle d'études s'appelle Fondement de la philosophie de la pensée bouddhiste, et ça s'appelle Les deux vérités. Ça s'appelle Les deux vérités, et ça présente très bien les systèmes des 4 écoles. Après, en français, il y avait les commentaires de Dreyfus. Il y avait Dreyfus, oui. On a des commentaires en français. Mais Dreyfus, ça existe aux éditions Vajrayogini, ça. Qui s'appelle les deux vérités selon les 4 écoles. Je crois que ça s'appelle comme ça. Commentaire de Dreyfus. Oui. Et il y en avait un autre aussi de Dreyfus. En fait, Dreyfus était un guichet suisse qui était venu enseigner ici à un moment donné. Et donc, c'est les transcrits de ses enseignements. Il y en avait un autre qui s'appelle... Il y a aussi Indépendance et vacuité, de Steve Carlier, qui est un livre. Donc ça, c'est en français aussi. C'est aussi aux éditions Vajrayogini. Mais ce que tu dis, un ouvrage de référence qui rassemblerait toutes les infos. Moi, ce que j'ai vu en français, j'en ai pas vu, mais ce que j'ai vu de mieux, c'est celui de Geshe Tachi. D'accord. Parce qu'il a un but pédagogique. Il y a aussi celui-là, c'est vrai. Oui. Tu peux le dire. Apparence et réalité. Vas-y, présente. Dis-le tôt. Apparence et réalité de Guy Newman. Voilà. Apparence et réalité. Et tu peux parler dans le micro, c'est quoi les éditions? Guy Newland, Apparence et réalité, les deux vérités dans les 4 systèmes philosophiques du bouddhisme. Quelle édition? Publication Kunchab. Ok. Donc c'est peut-être à la boutique aussi. Ok. Mais bon, on l'étudiera ça, on l'étudiera dans le Drupta. Excusez-moi. Donc, j'ai une question. Oui, vas-y. Il serait possible d'exprimer cet aucun qui est au niveau des autonomistes? Comment? Dans le tableau. Aucun, ça veut dire... Oui, d'accord. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce que ce n'est pas vraiment le sujet et on le verra plus tard. Aucun, ça veut dire que, en fait,
Donc, si vous voyez les deux écoles, donc il y a la grande exposition, les Vaibhashika et les Sautrantika, on lit le tableau par le bas, ce sont des écoles qui correspondent au Hinayana, et ils n'acceptent pas un soi des phénomènes. Donc pour ces écoles-là, les phénomènes existent vraiment. Ils ne parlent pas d'un soi des phénomènes, ils ne parlent que du soi de la personne. Après, pour les écoles qui se rattachent au mouvement Mahayana, donc l'esprit seul, ou Shittamatra, aussi appelé Yogacara, et donc ils parlent d'un non-soi des phénomènes, mais ils ne parlent pas d'un soi des phénomènes grossier, ils ne parlent que d'un niveau subtil, c'est ça que ça veut dire. Et donc là, il y a les définitions. Vous voyez que pour l'esprit seul, pour ce qui est subtil, devient grossier pour les autonomes, qui sont, on peut dire, une école supérieure. Et eux, finalement, donc ce qui est, en général, c'est comme ça, des inférieurs aux supérieurs, ce qui est subtil pour les écoles inférieures, on peut dire, devient grossier pour les autres, qui ont une définition plus subtile. Voilà. Donc aucun, ça veut dire qu'ils n'en parlent pas. Et donc, ouais. Oui, c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux écoles Svatantrika et Prasangika, par rapport à l'élimination des voiles et des perturbations et des voiles à la connaissance. Parce que j'ai l'impression que j'avais écrit l'inverse le 25 novembre. Qu'est-ce que tu as écrit ? Tu as bien dit que pour les Svatantrika, la réalisation du non-soi de la personne, ça permet l'élimination des voiles aux perturbations. Et la réalisation du non-soi des phénomènes, l'élimination des voiles à la connaissance. Oui. Ça, c'est bon. Par contre, pour le Prasangika, moi, j'ai écrit réalisation du non-soi personne et non-soi des phénomènes égale élimination des voiles aux perturbations. Oui. Et pour l'autre, je ne l'ai pas entendu tout à l'heure, j'ai mis réalisation du non-soi plus bodhicitta égale élimination des voiles à la connaissance. Oui, exact. Parce que j'ai pas entendu le mot bodhicitta tout à l'heure quand tu l'as dit. Non, mais je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure. T'as pas parlé de ça tout à l'heure ? Non. Ben non, je n'ai bon pas. J'ai pas dit bodhicitta, non. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce que tu dis. C'est en vrai. fait, tu t'étais arrêté à la réalisation du non-soi et des personnes et des phénomènes. J'ai pas tout expliqué. J'ai dit que la réalisation du non-soi des phénomènes et de la personne subtile, c'est l'antidote aux perturbations, donc aux obstacles à la libération. Mais j'ai pas parlé de l'autre. Ouais. Ouais. Donc tu l'as pas entendu, non, parce que je l'ai pas dit. Donc ensuite, quelle heure il est ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je continue un petit peu 5 minutes ? Je vois que vous avez des questions, mais... Tu as une question ? Non ? Ouais. Ok. C'est par rapport à cette différence entre l'ignorance innée et l'ignorance acquise. Là, justement, on vient de passer pas mal de temps à essayer de décortiquer les vues des différentes écoles. Mais après, ça on a terminé en ouais. disant que éliminer l'ignorance acquise, ça n'affecte pas finalement la racine du samsara. Ouais. C'est bien là-dessus qu'on a terminé. Alors je me suis dit, à quoi ça sert ? Eh bien, parce que ça, il faut éliminer les deux. Mais évidemment, tu ne vas pas éliminer non plus la innée en laissant la acquise et te libérer comme ça. Tu comprends ? Il faut, ça veut dire que pour se libérer, il faut éliminer les vues acquises, la vue innée. C'est ça la racine, c'est ça qui va nous libérer. Mais sans les kuntas, si tu veux, les acquis, c'est quelque chose quelque part de plus grossier. Hein ? Et donc il faut aussi les éliminer. Il faut éliminer les deux en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser les acquises et on va simplement se libérer. On les élimine aussi les acquises. Elles sont éliminées dans le processus. Hein ?
comprends ça, mais c'est ce qui est bizarre, c'est quand on dit le fait d'éliminer les acquises, ça n'affecte pas la racine du samsara. Je trouve que c'est un peu contradictoire là, puisque tu viens de dire. Pose la question si tu veux. Est-ce que ça n'affecte pas? Comment il a dit ça? J'en sais rien. Ça n'affecte pas parce que ça n'est pas la cause. Ça n'a pas la racine. C'est peut-être comme ça qu'il faut le comprendre. Je pense. Après, il y avait deux trucs que je voulais vous dire un peu. La compréhension de d'existence intrinsèque. Donc il y avait, ouais, vas-y. Micro. Si je comprends bien, la vue innée, c'est de concevoir les choses comme existant de leur propre côté. Ouais. C'est comme ça qu'on est. Après, il va y avoir des définitions différentes. Par exemple, pour les prasangika, la personne qui est vide d'existence autonome et substantielle, c'est quelque chose d'acquis. D'après les différentes écoles, il va y avoir différentes définitions aussi. Parce que toutes vont dire qu'elles réfutent la vue acquise, la saisie acquise. Mais ils vont les définir de façon différente. Donc pour les prasangika, oui, la saisie qui est acquise, l'ignorance acquise, c'est celle-là, qui est la racine de l'existence. Qui est l'ignorance telle qu'on la définit. Mais la plus grave, enfin, à mon sens, c'est la vue innée. Oui. Pas la vue acquise. Parce que la vue acquise, on peut acquérir quelque chose d'évolué, mais la vue innée, c'est justement ce qui nous pose souci. Oui, aussi, le point aussi, c'est que il faut, comme racine du samsara, il faut trouver quelque chose que tous les êtres ont. Donc c'est pas juste quelque chose qui est dû à l'influence de systèmes philosophiques, qui nous affectent et des vues qu'on a adoptées comme ça. Il faut que ça soit quelque chose d'inné que tous les êtres ont. C'est ça qu'il disait Geshe-la. Sinon, on pourrait dire que si c'était la vue acquise qui était la racine du samsara, il n'y a que les gens qui étudient les philosophies ou qui ont été soumis à des philosophies qui seraient prisonniers dans l'existence cyclique et les autres ne le seraient pas. Donc la racine, ce qu'il faut éliminer, la racine de l'existence cyclique, c'est quelque chose inné que tous les êtres ont. C'est ça le point. Donc après, il y a juste, je voulais faire une correction, vous le verrez peut-être de vous-même. Les gens qui utilisent le livre de Dressens, qui c'est qui le lit? Ouais. Donc donc il est bien, le vocabulaire, la terminologie est un peu différente. Bon, il y a quelquefois, il y a des choses qui sont un peu différentes au niveau traduction, mais en général, il est bien. Mais bon, il y a une erreur que je voulais vous... Bon, pour pas que vous vous cassiez la tête à essayer de comprendre, parce que c'est pas bien traduit. À la fin de la page 19... pardon, 219. Ouais. 219, à la fin, on voit par ces raisons que le mode d'appréhension d'une existence réelle, l'objet de réfutation, n'est pas posé de toute éternité par la force des concepts, mais constitue une appréhension qui attribue aux objets une entité propre. En fait, c'est pas ça. Ce que ça veut dire, qui a été bien traduit aussi par Valérie, que vous trouvez, vous retrouvez ça dans je pense, le commentaire de Khenso Rinpoche. Ouais, beaucoup mieux dit. En fait, là, il s'agit de définir le mode d'appréhension d'une existence réelle, c'est-à-dire cette saisie, cette conception d'une existence réelle, qui est l'ignorance. Donc, on est en train de l'identifier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne conçoit pas que les phénomènes sont posés de toute éternité par la force des concepts, mais elle les conçoit comme étant établis de manière autonome. Donc c'est ça qu'elle fait, l'ignorance. Elle conçoit les phénomènes comme existant de leur propre côté de façon autonome et non pas simplement désignés. Et donc, c'est pas bien traduit là, ce paragraphe. Donc ne vous cassez pas la tête avec ça. Les choses existent simplement, donc c'était l'histoire du serpent avant, comme un serpent est simplement désigné par l'esprit sur une corde enroulée,
Donc la personne est simplement désignée, elle existe par une imputation sur une base. Et l'ignorance, elle ne voit pas ça, elle ne voit pas les phénomènes comme étant simplement posés, par la force des concepts, mais comme ayant une existence autonome de leur propre côté. Qui c'était? On a encore 2 minutes. Donc, ça a corrigé, oui. Micro, ouais. Oui, tu as dit tout à l'heure que les Prasangika, c'était l'école la plus aboutie. Oui. Tu veux dire que c'est la plus... est-ce que ça suffit à elle-même? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire par la plus aboutie? Ça veut dire que quand on regarde ces écoles, on dit que c'est la plus aboutie, c'est celle qui a la définition, les définitions les plus raffinées de ces choses-là, les plus subtiles. Vous verrez que c'est assez différent la façon dont les conséquentialistes finalement... pour les conséquentialistes, oui, on dirait ultime, un peu final. Après, ça dépend. Ça dépend. Quelqu'un qui adhère à une, par exemple, qui est un Chittamatra, pour eux, la vérité, la réalité, la vérité, c'est ça. C'est ce qui est défini dans cette école-là. Ces écoles, en fait, elles ont été... Parce que quelquefois, on demande pourquoi... Si l'école Prasangika, c'est la vue définitive, pourquoi on s'embête avec tous les autres? Pourquoi on ne va pas directement là? Et en fait, on dit que les écoles, les premières écoles, c'est comme un escalier un peu, qui permet de comprendre la vue la plus raffinée, la plus développée finalement des Prasangika. Et aussi, on dit que, bon, c'est pas parce que c'est, même si c'est la vue la plus... La vue ultime, la plus proche, disons, de l'intention de Nagarjuna quand il a décrit en fait, Nagarjuna, tout ça s'appuie sur les commentaires des sutras de la Prajnaparamita. Quand on parle des mers, les mers, c'est les sutras de la Prajnaparamita. Le court, le moyen et l'extensif, en 100 000 vers, 20 000 et 8 000. Et donc Nagarjuna, il a commenté, il a expliqué le sens de la vacuité en fonction de ces sutras. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et donc il y a eu des interprétations différentes de ce qui est vraiment la vacuité, ce qui est vraiment la vue du milieu. Après, même si une vue est plus élaborée, ça ne veut pas dire qu'elle va convenir à tout le monde. Peut-être qu'une vue intermédiaire va convenir plus à un certain moment à quelqu'un, et qu'à partir que cette personne va pouvoir se poser là, et qu'à partir de là, elle va pouvoir développer éventuellement une vue plus subtile. Donc on dit que toutes ces écoles finalement viennent du Bouddha. Tout ça a été enseigné par le Bouddha. On dit que le Bouddha aussi, il a présenté les choses différemment. Par exemple, dans les 3 tours de la roue, les 3 niveaux d'enseignement, il a dit quelquefois que les phénomènes existaient réellement, d'autres fois il a dit qu'ils n'existaient pas réellement. Et donc il s'est adressé à des personnes différentes à des moments différents, et il a donné des vues un peu différentes à des moments différents qui correspondaient, qui convenaient à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que en donnant par exemple des vues qui sont plus élaborées comme la vue du milieu à des personnes qui ne sont pas prêtes, c'est quoi le danger? Le danger, c'est de tomber dans le grand abysse, la vue du nihilisme. C'est-à-dire que quand on entend dire que les choses comme pour les Prasangika, on a besoin de rien du côté de l'objet. Que les choses, pour exister, on peut poser leur existence juste en disant qu'elles sont simplement désignées par l'esprit. Et que ça n'empêche pas
l'existence conventionnelle et ça n'empêche pas que les choses fonctionnent. Juste en posant que leur existence conventionnelle par juste une désignation conceptuelle. Et donc ça, c'est la vue ultime. Et donc le danger, c'est que pour certaines personnes, cette vue ne leur convenant pas, ils tombent dans le nihilisme et ils en viennent à dire que rien n'existe. Donc les 4 vérités n'existent pas, le karma n'existe pas, la loi du karma n'existe pas. Et donc ça, c'est vu comme le plus grand danger. Donc pour ça, il y a des vues intermédiaires. Aussi, quand on travaille avec ces vues, en fait, on travaille aussi avec des vues que nous avons. Et donc, qui peuvent nous permettre aussi de travailler sur la vue qu'on a des choses. Oui. Ouais, micro. Je me demandais comment faisaient les écoles inférieures pour interpréter le sutra du cœur. Eh bien, le sutra du cœur, bon, d'abord, il y a des sutras. Bon, d'ailleurs, quand on parle des sutras de la Prajnaparamita, je pense que c'est pareil. Ce sont des sutras du Mahayana. Bon, le sutra du cœur aussi, puisque ça fait partie de la Prajnaparamita, sutra de la Prajnaparamita. Donc, c'est des sutras du Mahayana. Après, donc, comme l'a dit Geshe-la très brièvement, les sutras, ils vont être définis comme des sutras interprétables ou de sens définitif, d'après les écoles aussi. Donc, pour certains vont dire que c'est un sutra à sens interprétatif et d'autres vont dire que c'est un sutra de sens définitif. Après, il faut voir. Après, il y a des écoles qui vont dire que c'est pas un enseignement du Bouddha. C'est possible. Oui, puisque si c'est des sutras Mahayana, certaines écoles Hinayana vont pouvoir dire que c'est pas l'enseignement du Bouddha. Donc voilà, ça dépend. Oui. J'avais une autre question, oui, par rapport à ça, justement. Toutes les écoles Madhyamika, donc Svatantrika et Prasangika, sont mahayanistes ? Oui. Alors voilà ma question. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les Svatantrika ont dit que pour l'élimination des voiles à la connaissance, ils utilisent le non-soi des phénomènes. Et la bodhicitta, elle est passée où ? Si il n'y a pas de contradiction. Si c'est une école mahayaniste, il faut bien la bodhicitta pour atteindre l'éveil complet. Il n'y a pas de problème. Eh ben oui, mais on n'en parle pas pour l'élimination des voiles à la connaissance. On ne parle pas de la bodhicitta avec les Svatantrika. C'est ça, je me demande où tu as vu ça, toi ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, ici. Non, mais ce tableau, il ne contient pas tout ce que toutes les écoles disent. On ne parle pas ici. Ici, tu n'as rien de... Tu n'as pas... Non, mais on a dit depuis le début que pour l'élimination des voiles à la connaissance au niveau Mahayana, il fallait non seulement éliminer... il fallait réaliser... Non, pardon. Des Prasangika. Oui. Non, je parle pour les écoles du Mahayana. Pour atteindre l'éveil, on disait il faut qu'il y ait la réalisation du non-soi avec la bodhicitta. Les écoles Mahayana, c'est ça qui les différencie. C'est le fait qu'il y ait la bodhicitta pour atteindre l'éveil. Et donc, pour lever les voiles à la connaissance. Non ? C'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que je me trompe ou pas ? Ce qui était dit là, après il faut voir les détails là. Je veux dire, ce qui était dit là, c'était pour les Prasangika. Oui. Ben oui. Ce que a dit Geshe-la le 25 novembre, c'était la définition par rapport au Prasangika, si tu veux. Oui, et alors c'est quoi ? Je comprends pas le parce problème. Parce qu'on a dit pour les Prasangika que... Excuse-moi, mais ça, Geshe-la va arriver là. Je pense que... Non. Ouais. Non, c'est pas... Écoute, si on peut en parler en dehors, parce que c'est 4h moins 1 et je ne veux pas que Geshe-la attende dehors. Mais bon, on peut en parler. Merci.